Ok, bon, bah... Mais vous voulez pas vous asseoir, hein? Mais asseyez-vous. Voilà, c'est ça. Parfait, merci. Bon, donc voilà, le titre de notre atelier, pardon, c'était Désobéir pour le non-humain. Hop. Donc l'idée, c'était de penser le rapport des nouveaux mouvements sociaux, donc en particulier le rapport des mouvements sociaux qui ne luttent pas pour que les hommes obtiennent de nouveaux droits, mais pour que le non-humain obtienne éventuellement des droits. Donc par exemple les animaux, donc les causes animales ou les causes environnementales. Donc c'était d'analyser ces nouveaux mouvements sociaux, et en particulier d'analyser le rapport de ces mouvements sociaux à la notion de désobéissance civile. Donc l'une des questions, c'est de savoir si ces nouveaux mouvements sociaux se revendiquent de la désobéissance civile, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils excluent la notion de désobéissance civile, et si oui, pourquoi? Voilà, donc vous avez ensuite une liste de nos participants. Et donc il faut excuser notamment Milith. Voilà, Mithia est partie, mais, et Alina aussi, pardon. Mais, et Yacoub aussi, d'accord. Donc on était très nombreux. Mais on a intégré quand même leur contribution. Donc un petit plan rapide de l'intervention qu'on va vous proposer ici. Donc on a commencé à discuter entre nous le concept de désobéissance civile. Je vais y revenir dans quelques instants. On s'est fondé en particulier sur la définition proposée par Rawls de cette notion. Ensuite, dans un deuxième temps, donc, on a insisté sur l'importance de réfléchir donc, à cette question animale. Et dans un troisième temps, on a eu dans l'atelier un certain nombre d'études de cas, donc de mouvements de lutte pour des causes non humaines. Et l'objet de ces études de cas, c'était de clarifier le rapport de ces mouvements de lutte à la question de la désobéissance civile. Donc c'est ce dont on vous entretiendra dans ce troisième moment. Voilà, donc pour commencer avec notre premier concept, le concept de désobéissance civile, on s'est fondé donc sur la définition rawlsienne de la désobéissance civile. On peut avoir à l'esprit que Rawls publie Théorie de la justice en 1971 et qui consacre un chapitre complet, c'est le chapitre 6, aux théories de l'obéissance partielle. Il s'intéresse en particulier dans ce chapitre à la figure de la désobéissance civile et à la figure de l'objection de conscience. Le but de Rawls, pour le rappeler rapidement, c'est d'abord de produire une définition de la désobéissance civile, donc qu'on a ici, et en particulier donc en procédant de manière plutôt analytique en fait, donc plutôt descriptive et plutôt donc pas normative, de chercher à clarifier la position de la désobéissance civile par rapport à d'autres types d'opposition ou d'autres types de résistance, comme par exemple la désobéissance criminelle, donc ça c'est évidemment une distinction classique, comme la protestation légale, comme aussi l'objection de conscience. Rawls fait une distinction assez importante entre les deux, ce qui est pour le coup pas du tout classique. Et aussi, ce qui nous intéressait peut-être davantage pour nous, c'est de distinguer, enfin il y a une distinction chez Rawls entre la désobéissance civile et l'acte révolutionnaire. On va y revenir dans quelques instants. Donc Rawls cherche d'abord à produire cette définition pour ensuite quand même poser la question de la justification de la désobéissance civile. Donc on s'est intéressé, nous, à cette définition rawlsienne de la désobéissance civile qui est assez complexe, qui contient différents types de composantes et qui, en fait, chacune mérite un commentaire un peu détaillé. Je vais simplement lire ici la définition. Donc la désobéissance civile peut tout d'abord être définie comme un acte public, non violent, décidé en conscience mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener à un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que selon son opinion mûrement réfléchie, les principes de la coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés. Donc définition assez longue. On va simplement ici faire ressortir certains des éléments importants, enfin qui nous ont paru importants de cette définition, et qui nous ont aussi permis donc de faire le lien avec notre objet, ces nouveaux mouvements sociaux, et donc de déboucher aussi sur une critique de cette définition rawlsienne de la désobéissance civile.
Hop. Donc, une première caractéristique importante de cette conception, c'est qu'on a affaire à une conception communicative de la désobéissance civile. Vous l'avez sans doute vu dans la définition précédente. C'est-à-dire que pour Rawls, donc on voit ici les verbes « on s'adresse »,« on déclare que », etc. Pour Rawls, la désobéissance civile, c'est d'abord un acte de parole, une adresse à la majorité, celle qui possède le pouvoir, celle qui est parvenue à inscrire dans le droit sa conception de la justice. Donc c'est une façon de dire quelque chose à la majorité, de lui dire que ce qui s'est jusqu'à présent imposé comme juste ne peut plus être considéré comme juste, ce qui s'est imposé comme une définition acceptable, comme une interprétation acceptable de la liberté ou de l'égalité, ne peut plus être accepté comme tel. On peut penser par exemple, et puis Rawls pense sans doute à ça, à Rosa Parks, qui refuse de céder sa place à un passager blanc en Alabama. Ici, c'est une manière de s'adresser à la majorité pour affirmer que l'expression égaux mais séparés ne constitue pas une interprétation acceptable de l'égalité. Alors, voilà, pour une première description. Ce qu'on a souligné, nous, de manière critique, c'est qu'en réalité, cette dimension communicative, qui est essentielle donc, chez Rawls, qui s'explique par le contexte d'écriture de théorie de la justice, n'est pas nécessairement essentielle dans les nouveaux mouvements sociaux qui ne sont pas toujours donc tendus vers la communication, vers une adresse à la majorité, et qui mettent parfois plutôt l'accent sur l'urgence de la situation. On peut penser par exemple donc, à ces mouvements qui cherchent à libérer les animaux sur lesquels on produit des expérimentations scientifiques. Ici, il ne s'agit pas nécessairement de s'adresser à la majorité pour faire état d'une situation injuste, mais de viser l'efficacité dans l'action, tout simplement. Donc, il y a des critiques, du coup, qui sont produites de cette interprétation communicative de la désobéissance civile. Je laisse, du coup, la parole à Pierre Guillaume, qui va souligner deux autres critiques, deux autres limites de la conception rawlsienne. L'idée d'une conception anthropocentrée. Donc je reviens juste sur la définition pour que vous puissiez le lire très clairement. Il est bien question de coopération sociale entre des êtres libres et égaux. Donc on a bien en arrière-fond l'idée d'une conception juridique de la personne et par conséquent qui exclut de fait, au moins pour l'instant, les non-humains animaux. Deuxième élément, si les droits et les libertés fondamentales ne sont pas respectés, et si ce sont ces éléments qui justifient la désobéissance civile, il faut donc des mouvements juridiques, des progrès juridiques pour pouvoir justifier la désobéissance civile pour les animaux, ce que nous verrons un peu plus tard. Autre élément de cette conception anthropocentrée et le problème que ça pose, c'est donc que ce sont des êtres humains qui désobéissent pour d'autres et donc qui pensent un peu à leur place, qui désirent à leur place. Et par conséquent, on est loin d'autres mouvements de désobéissance pour lesquels il y a toute une rhétorique, enfin une théorie de l'empowerment derrière. Enfin, donc, troisième élément, c'est celui, je pense, qui nous a le plus fait débattre, c'est la prémisse de Rawls, qui est qu'il faut que, à la base, la désobéissance, pardon, ne peut exister que dans un système politique qui soit presque juste, ou comme il le dit, reasonably just. Donc, citation de TJ, donc pour Théorie de la justice. Cette théorie est conçue pour le cas particulier d'une société presque juste, bien ordonnée dans sa plus grande partie, mais où néanmoins se produisent un certain nombre de violations graves de la justice. On peut déjà se poser une question. Comment ça se fait que dans une société presque juste, il y ait des violations graves de la justice ? Mais ça, c'est justement aussi ce qui appelle la désobéissance, à savoir que on désobéit toujours au nom d'un principe que l'on juge supérieur. Ça va poser un autre problème. Si l'on est dans un système presque juste, ça veut dire qu'on accepte toujours le cadre général, juridique, politique, dans lequel on est, à savoir, a priori, la Constitution et ses principes les plus importants.
Donc, le désaccord majeur ici, c'est de se dire, mais bordel, on n'est pas dans un système presque juste, on est dans un système qui est radicalement injuste. Et donc, comment justifier l'idée de la désobéissance alors que finalement, il ne faut pas changer des petits trucs cosmétiques de temps en temps, mais il faut faire table rase, en fait, du système. Ce qui peut amener aussi, mais ce qu'on va développer dans l'aspect cas pratique, à une certaine hétérogénéité dans les pratiques militantes, et notamment les oppositions entre les personnes qui font le jeu des institutions et ceux qui refusent absolument toute forme de participation à une sorte de comédie institutionnelle, en fait. Sur ce, j'ai terminé. Ophélie fait la transition. Ok, donc en fait, bon, on arrive à notre deuxième point qui est la question animale. Donc, on a vu que la désobéissance civile peut se justifier lorsque il y a une injustice dans un cadre presque juste. On a vu que Rawls a une conception anthropocentrée du droit. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point est-ce qu'il est nécessaire de modifier la conception rawlsienne de la désobéissance civile pour y inclure des mouvements de désobéissance en faveur du non-humain. Donc ça, c'est une question qui nous a pas mal occupés, et il nous a semblé que pour pouvoir étendre en fait la conception rawlsienne à la problématique du non-humain, il fallait d'abord s'assurer, il fallait d'abord avoir une base conceptuelle sur laquelle penser quelque chose comme un droit des animaux, en fait. Voilà, du coup, c'est la raison pour laquelle on arrive à cette deuxième partie. La question animale en particulier, quelles sont les bases, en fait, quels sont les fondements d'une conception du droit animal ou d'une conception selon laquelle il pourrait être fondé de désobéir en faveur du non-humain. Je laisse la parole à nos intervenants. Et moi, par contre, j'ai choisi de parler de Kant parce que lui n'est pas parmi les philosophes qui vient à l'esprit quand on parle des droits des animaux, bien sûr. Ce qui m'a intéressé, c'est comment c'est possible, de parler des droits des animaux et le statut moral de la position kantienne. Et d'autres questions, et comment c'est possible de justifier des actes de désobéissance civile afin de les utiliser comme stratégie de lutte pour les droits animaux, malgré le fait, bien connu, que Kant était opposé au droit à la révolution. Et oui, c'est possible de trouver les argumentations kantiennes, et nous pouvons répondre par oui sur notre première question, parce que bien que nous n'avons pas les devoirs directs envers les animaux, nous avons les devoirs indirects par rapport à eux. Les devoirs compris de cette manière font partie des devoirs imparfaits envers soi-même, donc qui m'imposent de développer mes dons et mes dispositions. Et nous pouvons reprendre par oui sur notre deuxième question, bien sûr, parce que c'est possible de justifier des actes de désobéissance civile par la différence qui est faite par Kant entre le souverain compris comme personne physique, souverain actuel, phénoménon, et le souverain compris comme personne morale, noménon. Par cela, Kant laisse la porte ouverte pour l'acte de désobéissance civile qui ne voit pas l'aspect moral de la souveraineté, mais justement son aspect physique. Cela peut réconcilier deux choses contradictoires auxquelles Kant tient. Première, le changement d'une loi injuste et d'autre côté, la préservation du système légal. Voilà, c'est ça. Donc, je vais résumer très rapidement la présentation qu'avait fait Milica. Donc l'idée, c'est qu'on avait une première base kantienne pour penser la désobéissance en faveur du non-humain, et puis on peut trouver une deuxième base qui serait cette fois une base utilitariste. Donc évidemment, cette base, elle se trouve dans les travaux de Peter Singer, qui a été un des pionniers en matière de libération animale. Donc Singer essaye d'affirmer donc le principe d'égalité, qui n'est pas donc évidemment le constat d'une égalité de fait entre l'homme et l'animal, mais simplement l'affirmation d'une prescription qui porte sur la manière dont on doit traiter les animaux non humains.
Il affirme donc que ces animaux non humains ont des intérêts, et en particulier, ils ont un intérêt à ne pas souffrir. La conséquence qu'il en tire, c'est que nous devons, dans notre rapport à ces animaux, tenir compte de cet intérêt à ne pas souffrir. Ce qui donne donc une base en fait pour penser quelque chose comme un droit des animaux, même si évidemment en tant qu'utilitariste, Singer a un rapport assez distancié à la notion de droit. Donc voilà pour ce deuxième point. Comme c'est connu, la Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Son texte a été rédigé au cours de réunions internationales par des personnalités appartenant au milieu scientifique, juridique et philosophique, ainsi qu'aux principales associations de protection animale. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et les autres espèces. Cette philosophie, désormais renforcée par les connaissances scientifiques les plus récentes, exprime l'égalitarisme des espèces face à la vie. Affirmer, comme le fait le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'animal, que, je cite, « tous les animaux ont droit à la vie et ont les mêmes droits à l'existence », fin de citation, n'est pas l'énoncé d'une égalité de fait, mais signifie qu'il existe entre eux une égalité de droits. L'égalitarisme universel ne consiste pas à nier les différences évidentes de forme et de capacité qu'ont entre eux les animaux, mais à admettre que toutes les espèces ont un droit à la vie dans le cadre de l'équilibre naturel. L'égalitarisme de la Déclaration universelle doit aider l'humanité à se retrouver en harmonie avec l'univers. Il vise à conduire l'homme au respect de la vie. C'est donc une philosophie, une conduite morale, une éthique biologique que la Déclaration universelle des droits de l'animal propose à l'humanité. Elle ne peut que conduire l'humanité par la réflexion et une profonde prise de conscience à retrouver sa place parmi les espèces vivantes et à s'intégrer à nouveau dans l'équilibre naturel, condition fondamentale de sa propre survie. Ce que signifie que les espèces humaines doivent modifier son mode actuel de pensée afin de renoncer progressivement à son attitude anthropocentrique comme à tout comportement zoolatrique pour adopter enfin une conduite et une morale centrée sur la défense de la vie et donner la priorité au biocentrisme. Et je passe la parole à Beatrice qui va parler des études de cas. Okay. Donc, on a discuté de 6 études de cas. La première, c'était l'étude de cas de jardins partagés autogérés des ronds, qui sont des espaces verts publics qui ont été occupés illégalement par des groupes de citoyens locaux à partir de 2007. Et ils ont le but de défendre ces espaces verts publics contre des projets de spéculation immobilière et de promouvoir une vision de ville, de socialité et de nature qui s'oppose au modèle néolibéral. Puis on a discuté des ZAD, des CIVER en France, qui est une zone à défendre, qui a lutté contre la construction d'un barrage au nom de la biodiversité spécifique y vivait entre le 2013 et 2015. Et la stratégie des militants a été d'occuper le lieu des travaux en bloquant l'accès aux machines de chantier et en construisant sur la ZAD un lieu de vie alternatif et autogéré. Et puis on a discuté les mouvements Yashi aime les tuiles, une initiative civile spontanée qui a été créée en 2012 suite à la décision de la mairie de Yashi de couper 140 arbres du centre-ville. Et par l'intermédiaire des médias sociaux, notamment Facebook, des manifestations sans autorisation dans les rues de la ville et des figures publiques, artistes, journalistes, intellectuels de Roumanie, qui se sont ralliés le mouvement à contraindre les autorités politiques à céder face aux pressions. Et je passe la parole à Sarah qui nous va décrire les autres études de cas. Après, on a traité 3 d'autres cas.
Premièrement, on a fait le cas de la République tchèque. C'était un endroit en fait une mine qui s'appelle Bílina, qui se trouve en Bohême du Nord, et qui a grandi après la révision des limites de l'exploitation du charbon en 2015. Suite à cette décision gouvernementale, le mouvement Nous sommes les limites a été fondé pour lutter contre le réchauffement climatique et aussi contre l'exploitation du charbon en République tchèque. Pendant le premier camp climatique qui a eu lieu à partir du 21 juin jusqu'au 25 juin 2017 dans la commune de Horní Jiřetín, qui est touchée par l'exploitation du charbon, à peu près 140 activistes se sont mis en non-violent bloquer la mine Bílina. Et en utilisant les méthodes de la désobéissance civile, parce que pendant l'Assemblée générale, il y avait un consensus de l'action qui était créé, qui était partagé parmi les activistes, et ils ont réussi comme ça à arrêter les travaux pour une journée en entière. Après, on a traité le cas de la Pologne. Il y a quelques mois, le conflit autour de la coupe de la forêt de Białowieża a éclaté. Une des plus anciennes forêts en Europe est menacée par la décision technocratique du gouvernement qui sert les intérêts des groupes qui bénéficient de l'exploitation du bois. Les écologistes exigent la protection du forêt. Ils recourent à l'action directe pour surmonter l'approche instrumentale envers la nature et renforcer le contrôle civil sur la politique écologique. Et le dernier cas, c'était encore le cas de Roumanie. Et ça traitait à peu près un sujet un peu différent. Ça parlait des chiens errants. Le nombre des chiens errants a augmenté à Bucarest à partir des années 80, lorsque Nicolae Ceausescu a démarré sa politique de reconfiguration urbaine, qui a supposé la démolition du meuble et la relocation des habitants dans des logements sociaux, où ils n'ont pas pu ramener leurs animaux. Abandonnés à la rue, ceux-ci sont devenus progressivement un problème public suite au décès de plusieurs personnes. Une loi en faveur de l'euthanasie, en vigueur depuis 2013, a été contestée par les défenseurs des droits des animaux, qui soutenaient la stérilisation et l'adoption, mais sans succès. Plutôt que la désobéissance civile, les mobilisations autour des chiens errants ont visé la sensibilisation aux droits des animaux ou la critique de l'incapacité administrative de l'État. Et oui, donc ça, c'était les cas pratiques qu'on a traités. Et on a observé aussi la forme et les méthodes de la désobéissance civile, s'il y avait quelques-unes présentes. Et je passe la parole à Diana. Merci. C'est à moi de vous présenter quelques-unes de nos conclusions préliminaires, bien sûr. Ce qu'on a pu observer, c'est que l'hétérogénéité de ces mouvements écologistes, environnementaux et pour la protection des droits de l'animal met en question en fait la définition rawlsienne, qui c'était en effet notre point de départ, de la désobéissance civile, dans la mesure où elle peut ou pas nous aider à comprendre la nature de la relation entre l'humain et le non-humain. Les stratégies d'action des différents groupes, quelquefois à l'intérieur du mouvement, peuvent diverger, les uns s'appropriant explicitement le syntagme de désobéissance civile, comme c'était le cas tchèque par exemple, et de quelques factions à l'intérieur du mouvement français ou du mouvement italien. Tandis que d'autres mettent plutôt l'accent sur les méthodes et la finalité de l'action que sur la rhétorique, voire le cas polonais pour la protection de la forêt de Białowieża, ou celui de Iași, face à une décision ou loi jugée comme étant injuste. Dans le cas des mobilisations autour des chiens errants à Bucarest, la référence est plutôt la sensibilisation de l'opinion publique et la contestation de la passivité des autorités administratives. La critique du discours et des pratiques néolibéraux utilisées par les activistes dans quelques-unes des études de cas mettent à l'épreuve l'idée rawlsienne du système politique libéral presque juste.
comme condition de possibilité de la désobéissance civile. Le caractère violent et spontané de quelques manifestations, l'ambiguïté de leur caractère public, voire le visage caché, la individualisation des activistes, le modèle communautaire comme organisation sociale alternative à l'ordre néolibéral représente ainsi quelques-uns des nouveaux enjeux de la désobéissance civile qui certainement défient la définition rawlsienne. Merci.